Alors, déjà, en 1er lieu, donc je vous laisse déjà découvrir le titre de mon intervention et le sous-titre. Hem, J'en profite aussi pour vous remercier pour cette invitation parce que je me sens toujours très, très honoré, voilà, et surtout que j'ai l'impression qu'on m'aime, hein, de ce côté-là, de l'Atlantique, et c'est toujours, ça fait toujours très, très plaisir. Alors, c'est vrai que l'exercice de communiquer par visioconférence, il n'est pas évident, mais n'empêche que ça reste une chance absolument incroyable, hein, déjà de pouvoir participer à cet événement, mais aussi qu'on se retrouve, hein, que malgré ces circonstances, qu'on puisse tous, et toutes se retrouver. Alors avec ce sous-titre, j'ai essayé d'introduire une note d'humour, surtout c'est une sorte de mise à distance par rapport à des passages où je vais parler, des personnes qui expriment de la transphobie, sous couvert de l'intérêt supérieur de l'enfant, tout en se défendant par avance de cette même transphobie. Donc c'est aussi ce qu'on va voir. Alors, donc avec cette diapositive, je vais faire un petit point, donc un préalable à mon vocabulaire et notamment de mon usage de transidentité. Alors je prends acte, hein, du terme proposé notamment par Alexandre Baril et auquel j'adhère complètement. Cependant, de mon côté, je ne renierai pas transidentité pour 2 raisons. La première, c'est qu'en Europe, ce terme a été créé par les personnes concernées, déjà pour se nommer. C'était au milieu des années 2000, enfin, la première partie des années 2000 en tout cas, et pour donner un enjeu à cette idée-là, tout à l'heure on a cité mon premier livre, hein, donc La transidentité de l'espace médiatique et cetera. À l'époque, j'ai dû batailler avec mon éditeur parce que mon éditeur voulait transsexualité. Donc ça aurait donné transsexualité de l'espace médiatique, et j'ai dû lutter pour lui dire: «Non, si vous avez lu le bouquin, vous ne pouvez pas me demander ce titre-là, ce vocabulaire-là». Ça, c'est une première chose, c'est cet enjeu. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'avec ce terme, on a été un certain nombre à vouloir rompre avec la terminologie médicale. Il n'était pas encore question, hein, de pathologisation, je veux dire, ces thématiquement, elles n'étaient pas encore là politiquement parlant, mais on voulait rompre avec les suffixes. C'est-à-dire, sexuel pour transsexuel, sexualité pour transsexualité et sexualisme pour transsexualisme. Parce que notre objectif, c'est de nouer avec l'expérience de vie trans. Et c'est ça qui nous paraissait le plus important. Alors, si je donne cette précision, c'est parce que en parlant avec des camarades, j'ai vu que le terme ne fait pas l'unanimité au Québec. En France, les matérialistes trans n'y adhèrent pas non plus. Transidentité pose problème, hein. Alors, moi, pour ma part, comme je vous le disais, j'assume cet usage pour moi, parce que derrière transidentité, j'ai aussi voulu parler du fait trans, de l'expérience de vie trans, et que cette précision, me paraissait quand même importante. La question du vocabulaire est toujours une question en jeu, et donc il me paraissait important de prendre le temps de cette précision. Alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de popularisation. Alors, dans un premier temps, on va remonter au début du XXe siècle, donc avec les Liel, Dora Richter, et non pas Dorchen Richter comme sur l'illustration. Je signale aussi Alan Hart, mais lui ne fera pas l'objet d'une médiatisation. C'est presque un lieu commun que de dire que les médias s'intéressent avant tout aux transitions des femmes trans, dites plus spectaculaires, mais avant tout, j'ai envie de dire, elles sont mises en scène de façon la plus spectaculaire possible, ce que les médias admettent en fait depuis peu. Alors, ces personnes, elles vont faire l'objet de biographies, mais aussi de récits dans la presse populaire, notamment, comme l'illustre le cas de Michel-Marie Poulain, alors artiste peintre dans le Paris de Montmartre, hein, de l'après-deuxième guerre mondiale. Ensuite, on va directement passer aux années, avec Christine Jorgensen, aux années en 52, et avec les stars du cabaret dans les années 60. Alors des deux côtés de l'Atlantique, évidemment, cette culture du cabaret transgenre. Mais alors cette fois, la médiatisation, elle devient audiovisuelle, hein, et surtout, elle prend une dimension mondiale et internationale avec les actualités cinématographiques. Alors, sur ce que je nomme les premières popularisations, je vous donne ici un certain nombre de références, parmi d'autres, hein, bien entendu. Je vous recommande l'ouvrage quand même de Maxime Foster, notamment parce qu'il a des passages très documentés sur l'artiste peintre Michel-Marie Poulain. C'est très intéressant les développements de son expérience de vie dans la presse populaire, hein, en France à l'époque. Alors, je vais avancer. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire soit une copie d'écran, soit vous me demandez ces références et je vous les donne plus tard.
Alors avec la diapositive suivante, on va faire un grand saut dans le temps et on va en arriver aux années 2000, donc maintenant maintenant en fait. Alors je commence par cette année, 2014, enfin la période 2014-2015. Les médias ont beaucoup parlé, et ont utilisé l'expression «une vague transgenre», hein, dans les médias. Moi, de mon point de vue, si vraiment on doit parler de vague transgenre, bah, moi, je la ferai pas remonter à la couverture de Laverne Cox pour le Time ou de Caitlyn Jenner pour Vanity Fair, mais je la ferai remonter à 2007 avec la médiatisation donc de Jazz Jennings, hein. Donc elle a 7 ans quand elle est interviewée par Barbara Walters sur la chaîne ABC dans le documentaire My Secret Self. Alors, je vais toujours utiliser les titres en anglais, mais de façon très courte parce que mon accent, j'ai un peu honte de mon accent, donc je suis toujours très gênée. Donc donc je vous donne juste ces titres-là, la forme titre court. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, dans le même temps, les changements de genre des enfants de stars et de personnalités font aussi la joie de ce qu'on appelle la presse people. Et un des cas, un des meilleurs exemples qu'on peut trouver, c'est Chaz Bono, évidemment, le fils de Sonny and Cher. Alors, cette médiatisation des enfants et ados trans, en fait, elle est récente en tout cas, par rapport à d'autres pays, et c'est seulement maintenant, finalement, on en prend l'ampleur. Alors que cette médiatisation, elle est quand même amorcée dès le milieu des années 2000, donc c'est quand même il y a quelques années, hein, maintenant. Et elle correspond finalement à une situation où la France, alors je vais être méchante avec la France, mais où la France, en fait, elle découvre à peine que les hommes trans existent. On est quand même dans ce cadre-là. Et c'est ce qui me dit aussi que l'inscription dans les imaginaires, elle se comprend aussi par des contextualisations socio-historiques. Alors, cette diapo, elle n'a d'autre fonction que d'illustrer ce que je nomme un pic de médiatisation. Je vais y passer un petit peu de temps, mais ça me paraît aussi pareil important. Alors, c'est tiré de ma toute première recherche dans les archives, hein, de l'audiovisuel. Alors ici, on voit un corpus qui démarre en 1946. Comme le corpus a été clos en 2010, on se dit, ouais, il y a 10 ans qui ont passé, mais voilà. Alors, si on le prolongeait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en 2021, bah, on verrait tout simplement que ces bâtons, ils vont monter, hein, ils vont aller de plus en plus haut, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de baisse, il y aura simplement une augmentation quasiment constante et des pics, j'ai envie de dire, de plus en plus haut. Alors, j'ai envie de dire, alors une des raisons, c'est, je vais dire, de cette augmentation finalement de l'intérêt pour la thématique transgenre, c'est la diversification des médias. Alors, on s'intéresse non seulement davantage au sujet, mais aussi plus de médias s'y intéressent. Et ces médias, ils sont toujours plus nombreux, et surtout si on intègre ceux des réseaux sociaux numériques. Alors, pour en revenir à ce vieux schéma, j'insiste, bah, il a quand même la vertu de matérialiser l'évolution de la thématique transgenre dans les médias, et on peut voir aussi que certains pics correspondent à des médiatisations bien précises. Alors, je vais donner quelques exemples. Dans les années 60, jusqu'aux années 70, c'est les faits divers. C'est vraiment les faits divers qui vont dominer. Alors, les pics des années 80 correspondent au premier plateau débat, à l'arrivée des psychiatres sur les plateaux de télévision ou encore à la popularisation du cabaret transgenre, à travers notamment Coccinelle, une star mondiale du cabaret. Alors, un pic peut aussi correspondre à la médiatisation d'une seule personne. Par exemple, dans les années 80 et 90, en France, ça va être Coccinelle et Maud Marin. Dans les années 2000, c'est Andrea Codiu, notamment, qui est très connue pour son ouvrage Le Steward devenu hôtesse de l'air. En 2013, c'est donc Marie-Pierre Prouveau, donc alias Bambi, avec le documentaire de Sébastien Alice Fitch. Aujourd'hui, on aurait en 2020-2021, on aurait d'autres pics parce que Alice Fitch a fait notamment, avec le documentaire intitulé Petite fille, dont vous avez peut-être entendu parler, il y aurait un autre pic de médiatisation vu la couverture médiatique. Alors, ces pics, ils peuvent aussi correspondre à des événements. Par exemple, entre la période 88 et 92, il s'agit des débats autour de la question des tests de féminité à l'approche des Jeux olympiques. Voilà. Mais ça peut être aussi la fermeture du Bois de Boulogne à Paris, considéré comme un exemple de prostitution trans qui serait connue mondialement. 2009-2010, ben là, on pourrait citer la pseudo, j'insiste bien sur pseudo, dépsychiatrisation du système de soins français. En 2017, la loi sur le changement d'état civil, etc., etc. Ce que je cherche à exprimer, c'est que cette opération, elle peut être reproduite dans tous les pays, à condition que ces pays
euh, et des archives de l'audiovisuel. C'est ça qui est intéressant, c'est de croiser les données médiatiques, de faire un croisement avec les données socio-historiques pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, les pics de médiatisation, en fait, elles correspondent à l'actualité et en même temps à l'agenda politique du pays en question. Alors, les exemples ici, évidemment, ils sont très nombreux. C'est impossible de tout partager. En même temps, les aspects méthodologiques donc, de ce travail de compréhension de la construction et de la diffusion des imaginaires, en fait, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Par contre, j'insiste, c'est très difficile à partager, notamment parce que ces développements demandent des développements sur la nature des archives du pays en question, des fiches documentaires, des méthodes de recherche dans les bases archives, alors, etc., etc. Alors, si ça vous intéresse un petit peu de voir comment on peut travailler sur ce que j'appelle des corpus non humains, c'est-à-dire sur des corpus gigantesques, mais en même temps d'où on peut tirer des microcorpus, j'ai partagé ici les données d'un article où je partage un peu cette méthodologie. Alors j'en ai fait, j'ai scanné mon article dans le bouquin, donc voilà, on peut le retrouver sur Academia. Alors maintenant que cette, on va dire une sorte d'introduction est passée, alors je précise ici qu'une grande partie des données qui sont partagées, elles sont issues d'un article publié du coup dans l'ouvrage Jeunes trans et non binaires dirigé par Annie Pullen-Passant et Denise Médicaux que je remercie encore au passage. Alors, la rédaction quand même de cet article est antérieure à la médiatisation de Lily ou de Sacha. Vous en avez peut-être entendu parler, voilà, qui a peut-être traversé l'Atlantique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux enfants trans ont été l'objet d'une médiatisation vraiment très intense, mais aussi qui ont porté des commentaires et des discours pour et contre. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que des psychiatres et des psychanalystes sont montés au créneau pour s'opposer à ces deux exemples et surtout à leur médiatisation. Alors, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, pour quand même pour parler positivement de cette médiatisation-là, je me suis intéressée à trois jeunes personnes, hein, en raison de leur forte médiatisation, mais aussi de leur rôle en tant que figure médiatrice, c'est-à-dire en tant que figure à la fois positive et valorisée. Alors d'abord, Jazz Jennings, qu'on ne présente plus, hein, donc elle est depuis 2007, on la voit dans les médias traditionnels, les médias dits communautaires, et bien entendu sur Internet avec sa chaîne YouTube. Elle n'est pas seulement devenue l'étendard de groupes trans, mais elle est aussi un étendard du mouvement LGBT, donc au sens large, et elle est par ailleurs ambassadrice de l'Human Rights Campaign. La deuxième personne qui m'a intéressée, c'est Yann Alexander. Alors, en tant que garçon trans, par son rôle dans The You Are, donc c'était en 2016, moi je suis assez fan de la série. Il a été vu récemment dans Star Trek Discovery, je suis star de la série aussi, donc raison de plus pour regarder Yann. Il m'a intéressé, donc je disais, comme garçon trans, pour son rôle d'acteur trans interprétant un personnage trans dont les vies coïncident. En tout cas, c'est ce qu'il a répété. En fait, c'est quelque chose qu'il a vraiment dit souvent dans nombreux entretiens dans la presse. La troisième personne, c'est Corey Mason. Elle aussi, elle apparaît en 2016, on va dire, avec une vidéo devenue virale, donc Misfit, et je vous épargne la suite. Et donc, elle promeut une culture de l'empathie pour défaire celle de la brimade. Alors, Jazz, Yann et Corey illustrent une tendance quand même, c'est que la honte d'être trans, elle semble avoir disparu. Au fur et à mesure que la société a évolué, mais aussi que les familles donc, ont été informées et que les familles sont soutenantes. Les expériences de vie des jeunes personnes trans, du coup, me semblent vraiment marquer une rupture avec celle de nombreuses personnes trans des générations précédentes qui ont dû rompre avec leur famille ou qui en ont été rejetées. Et donc, sur les réseaux sociaux numériques, pour tomber sur on va dire, sur ces témoignages positifs quand même, alors, en anglais, il suffit de taper Trans House, Proud to be trans, ou encore Transgender and Proud, pour trouver des vidéos donc, de jeunes personnes trans. La même recherche en français, donc trans et fier, ça ne donne pas d'aussi bons résultats, même quasiment pas. Alors, par contre, une recherche par l'expression jeune trans, là, ça marche déjà beaucoup mieux. Et comme la plupart des chaînes donc, font réseau, si on veut construire un corpus, du coup, on peut compter sur l'effet boule de neige, hein, donc à ce niveau-là. Alors, sur cette question, il y aurait des développements vraiment à la fois rigoureux,
mais aussi il y aurait vraiment des belles choses, hein, à dire sur les enfants et ados trans. Et pourtant, on se retrouve dans une situation, et malheureusement, peut-être pour longtemps, il va falloir étudier les discours contre, il va falloir étudier les détracteurs, même parfois jusqu'à leur faire face, c'est-à-dire même leur répondre. Alors, la partie que j'amorce ici, c'est pas glamour, elle n'est pas non plus enthousiasmante, hein, surtout depuis une posture, hein, quand on est dans une posture que l'on peut qualifier d'humaine. Le sous-titre de cette diapositive est donc est tiré d'un colloque de personnes dont je vais parler tout à l'heure et que je nomme avec politesse des détracteurs et des détractrices. J'ai du mal avec ces mots-là. Alors, ici, par déconstruction, il faut entendre, on cible les études de genre, on cible le mouvement d'égalité des droits, etc. On estime que les études de genre, donc ces gens-là estiment que les études de genre, comme les luttes pour l'égalité des genres, sont accusées de cette déconstruction, sont responsables de cette déconstruction, et qui du coup, et cette déconstruction a nuit aux enfants et à leur construction identitaire. Alors, je vais tenter de retracer une partie de l'émergence de ce mouvement en France, sachant qu'on n'est pas forcément dans le cas d'école, mais que la France, elle peut quand même être une bonne illustration d'un mouvement qui est beaucoup plus vaste. Dans de nombreux pays, on assiste à des contre-coups, voire des régressions des droits. On peut citer la Pologne, la Turquie, la Hongrie, le Brésil, les États-Unis sous Trump, ou encore les États américains sous contrôle du Parti républicain, comme c'était souligné tout à l'heure. Alors, cette liste, elle n'est pas exhaustive et loin s'en faut. Et ce qui est inquiétant, c'est que les droits aussi, donc dans ces mêmes pays, les droits des femmes et d'autres publics sont aussi attaqués. Alors, je vous disais que j'allais essayer de retracer cette histoire, mais de façon très raccourcie, on va dire, et je vais m'appuyer sur 3 temps. Sur la polémique de 2011. Alors, elle s'invite tout d'abord dans les médias, ce sont des associations chrétiennes, au départ, exclusivement des associations chrétiennes, hein, au départ, donc, qui dénoncent les manuels scolaires. La situation, elle va s'aggraver quand des députés de droite avisent cette polémique et demandent le retrait des manuels scolaires au ministre de l'Éducation nationale. Alors, les éditeurs de manuels scolaires de l'époque, ils vont revenir sur des encadrés qui abordaient l'orientation sexuelle, qui abordaient l'identité de genre de façon très ouverte, et c'est très dommageable, je trouve qu'on ait fait ce grand saut en arrière. Mais c'est dire déjà que rien que la question de l'orientation sexuelle et l'identité de genre, ça a soulevé déjà un mouvement contre. Alors, le deuxième temps, c'est 2013, avec une conférence et qui a été une étape importante, hein, de l'émergence de ces mouvements conservateurs qui ont des liens avec ceux d'aujourd'hui. L'idée de la déconstruction des genres détruit les repères essentiels à la construction des enfants. Et cette idée, elle est portée par 3 personnes. Vous allez voir les profils quand même, ils ne sont pas anodins. Alors, le premier, c'est Alain Soral, essayiste, réalisateur, idéologue d'extrême droite. Par Farida Belgoul, ancienne enseignante, romancière, militante antiraciste, dite proche de l'extrême gauche. Et par Mathias Cardet, donc, qui est rappeur et antisioniste assumé. Et on voit que cette question, déjà rien que sur la question du genre, on voit se créer des coalitions qui sont au départ improbables, vraiment improbables. Mais la question des enfants et ados trans va connaître exactement le même phénomène, et ces mêmes gens vont fonder des coalitions qui vont en fait s'élargir. Alors, non, je suis allée un petit peu trop vite sur ce machin parce qu'il me manque donc le 4e temps, donc 2014, encore une nouvelle polémique, hein, qui a comme champ de bataille l'école, hein, et on voit que du coup c'est un grand enjeu ce qui se passe à l'école. Et cette polémique, elle se fonde sur les ABCD de l'égalité. Alors, c'est un programme au départ d'enseignement pour lutter contre les stéréotypes de genre à l'école. Et la coalition des contre, cette fois, associe, on retrouve encore des politiques de droite, des activistes d'extrême droite et des chrétiens traditionalistes. Alors, là, on est encore dans le combat contre la théorie du genre, mais on s'y agrègue le mariage et l'adoption pour les gays et les lesbiennes. Et ces combats vont glisser progressivement vers les personnes trans adultes, puis vers les plus jeunes. Donc, ça va se faire progressivement. Et ça commence notamment avec un sujet du journal télévisé de France 2. Alors France 2, c'est la deuxième chaîne nationale du service public. Et donc cette chaîne passe un sujet qui est intitulé « Papa, maman, je ne veux plus être un garçon ».
Et rapidement, quasiment dans la soirée, ce sujet se voit relayé sur des sites ultra conservateurs sur internet et quasiment tout le monde, donc en tout cas ces gens-là, parlent d'un reportage de propagande LGBT de l'idéologie du genre. Je sais pas, en France, il y a une expression qui dit: «C'est du lourd», hein. Alors avec ces quelques exemples, j'illustre en fait déjà une partie de cette genèse des mouvements actuels qui mettent du coup ouvertement en péril les droits des enfants et ados trans aujourd'hui. Alors, les reportages et documentaires donc, vont se faire plus nombreux hein, de 2010 à aujourd'hui, à 2021. Et parmi les initiatives des contres, on va noter l'Observatoire de la théorie du genre. Alors, rien que le nom théorie du genre, ça fait un peu peur. Et donc, ces gens-là se proposent de nous ouvrir les yeux sur la théorie du genre. Et donc, cette structure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attaque à la fois les médias et elle attaque les parents. On y parle notamment d'inconscience parentale, je cite, hein, à accepter les caprices de l'enfant. Donc, les parents, les enfants trans font des caprices. Hein, c'est un peu ça l'idée. En 2015, donc, il y a une illustration très forte. C'est en 2015, donc il y a une jeune enfant en Belgique qui s'appelle San, qui va être médiatisée dans le monde francophone en Europe. Et elle donne lieu à des discours qui sont de plus en plus décomplexés, c'est-à-dire les critiques vont de plus en plus loin, notamment les attaques envers les parents. Oui, et la nouveauté, quand même, ici, c'est que cette fois-ci, les détracteurs en appellent et se réfèrent aux approches psychiatriques, ce qui ne faisait pas avant. Hein. Donc, cette fois-ci, on parle des approches psychiatriques, psychologiques, on les lie aux intérêts supérieurs de l'enfant. Et donc, c'est une nouvelle carte, finalement, hein, qui s'ajoute à l'arsenal des détracteurs. Et c'est loin d'être fini. Et là, déjà, ces gens-là s'en réfèrent systématiquement à Zucker, donc, ce qui n'est pas non plus anodin. Se greffent dans le même temps des courants féministes souvent qualifiés de TERF, donc des féministes radicales excluant les trans. Elles entrent aussi dans la partie. Hein, donc, elles rentrent dans cette coalition. Alors ici, les copies d'écran voilà, que je vous donne à voir sont des copies d'écran du site féministe Tradfem, qui se présente comme une collective de traduction de textes féministes radicaux. Alors, au menu de quelque part de cette nouvelle fronde, bah, surgissent un certain nombre d'idées, notamment celle que les droits des trans nuisent à ceux des femmes, c'est du Megan Murphy. En parallèle, la question des enfants trans, elle va être de plus en plus mobilisée, elle va devenir de plus en plus centrale. Hein. Là encore, on parle de l'intérêt de l'enfant mis en péril par des parents inconscients et nouvelle expression, et donc et aussi donc mis en péril aussi par le lobby transgenriste. Donc je cite, hein, donc ce sont ces sites qui ont inventé toutes ces expressions. Donc ici, je vais vous donner juste deux titres parmi d'autres hein, qui datent de 2017, mais il y en a d'autres. Par exemple, les enfants et les jeunes face à l'idéologie transgenriste, ou encore, donc un autre titre, un grand journal britannique se porte à la défense des jeunes contre les outrances du lobby transgenre. Et donc, ces sites renvoient systématiquement aussi à des références et des écrits anglo-saxons. Quelque part, il y a un peu de… Quand on travaille sur ce sujet, au bout d'un moment, on se demande si on fait de la recherche ou si on fait une enquête policière. Hein. Vous allez voir que parfois, c'est un peu les deux. Alors, ces courants donc, prennent forme aussi avec donc, des sites comme Tradfem et Sisyphe. Je suppose que vous connaissez Sisyphe. Et ces deux titres, en fait, ces deux sites Internet se font écho. Hein, on se lit, etc. On fait des rétroliens. Voilà. Et donc, une recherche sur les sites donne des résultats assez stupéfiants du nombre de productions d'articles, finalement, sur les personnes trans et notamment sur les enfants. Alors, on a envie de dire, j'ai envie de dire en prenant un peu de recul, on dit oui, on peut comprendre que ça puisse susciter des inquiétudes. Mais quand même, je trouve qu'on peut rester bouche bée face au nombre justement d'articles. Il y a une profusion absolument incroyable hein, qui attaque les ados et les enfants trans. Alors à ce premier duo, donc, s'ajoute un autre site internet qui est intitulé Le Partage. Et là encore, on se fait écho. Alors, je prends sur cette diapositive l'exemple du documentaire Les enfants transgenres de la BBC, dont la diffusion est annulée par le réseau CBC. Alors, Sisyphe fait écho à Tradfem, qui en retour fait écho à Sisyphe. Et les deux font lien vers le partage pour que les gens puissent évidemment regarder le film. Là encore, Zucker, c'est l'égérie de ces argumentaires-là. Alors quand même, j'ai rajouté une
troisième copie d'écran parce que ça me semblait intéressant. Je prends l'exemple de Florence Bachelet, donc, qui prend du coup la parole, hein, et ces prises de parole sont importantes en tant que parole située contre discours. Surtout quand on a passé beaucoup de temps sur un site comme Sisyphe, ça fait un peu du bien, hein, on peut s'aérer et c'est bien pour la santé mentale de dire autre chose, hein. Voilà, et donc du coup, j'en profite aussi pour faire un clin d'œil à tous mes camarades qui produisent des savoirs à cette occasion-là et des contre-discours. Pour la suite. Alors, je vais vous montrer un extrait, j'espère que ça va passer. Donc, c'est un montage de 50 minutes que j'ai réalisé en 2018. Donc le montage en entier est sur internet. Là, je vais montrer juste 3 minutes. Je vous préviens quand même que c'est du fait maison. Il y a des coquilles dans les sous-titres, donc je demande un peu indulgence et ça dure, 3 minutes et ça devrait commencer incessamment sous peu. C'est une sorte de pause, hein. What's up dudes, donc comme vous l'avez remarqué avec le titre de la vidéo, je vais faire une vidéo de coming out. The 20-year anniversary of Bound, the Trans Day of Visibility, National Women's Day, and Pi Day, all occurring within a month's time concurrent with my own coming out. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut réellement dire, en fait, c'est en gros, je sors du placard, je me dévoile. And while the ideas of identity and transformation are critical components in our work, the bedrock that all ideas rest upon is love. Ans, il va avoir un nouveau documentaire sur le sujet et on va nous vendre comme quelque chose de super progressiste et de super mieux par rapport au précédent. Est-ce que vous sentez le progrès? Et déjà, j'ai une très mauvaise nouvelle pour les journalistes. Remplacer le mot sexe par genre ne fait pas de votre documentaire quelque chose de plus pertinent. Alors je sais, on est là que pour se plaindre. Le choix délibéré d'occulter toute la partie politique des questions trans. Quand on prétend faire un documentaire nous montrant une vue d'ensemble de la réalité trans, c'est faire de la désinformation. Être regardé, c'est bien, mais être écouté, c'est mieux. Bon voilà, j'espère que ça a été de votre côté, donc on ne sait jamais comment ça si ça lag beaucoup ou pas. Alors, moi, il me semblait quand même qu'une petite pause, moi, ça m'a fait du bien et je pense aussi que par rapport à tout ce qui arrive, c'est pas inutile, hein, de voir autre chose. Alors, encore là, c'est la même chose, il faudrait beaucoup de temps, hein, pour décrire et analyser, hein, chaque grief, finalement, chaque critique qui est adressée au groupe trans et notamment aux plus jeunes, hein. Alors, moi, j'ai quand même tenté d'identifier des grandes catégories à travers l'étude de plusieurs sites et je vais en schématiser, j'en ai schématisé 3. Donc la première, c'est, les droits des trans nuisent aux droits des femmes, puisque n'importe quel homme peut se déclarer femme sur un ressenti et ainsi infiltrer le groupe des femmes. 2,
Les trans invisibilisent les questions féministes et surtout lesbiennes féministes. On questionne la place des femmes trans dans le féminisme, la place du T dans les centres et associations LGBTIQ+. On dénonce un surplus d'empathie sociale envers les trans, un extrémisme des trans-activistes, donc, et qui du coup sont la cause d'une contagion sociale. Donc on va voir que tous ces termes, toutes ces expressions, elles ont une importance. Donc 3. En fait, les trans, ça n'existe pas. Donc le point de vue est naturaliste et ou essentialiste suivant les points de vue. Et finalement, c'est ce qu'on retrouvait déjà dans des ouvrages des années 80 et 90. Alors, il y en a un particulièrement qui m'a marqué, c'est L'illusion transsexuelle. Donc ce bouquin, publié en 1994, me semble encore évocateur aujourd'hui, et je trouve presque que le titre a été sous-estimé. Qu'en fait, il partage beaucoup avec ces points de vue qui estiment qu'en fait, les mouvements trans et les personnes trans, c'est une sorte d'arnaque, hein, c'est une escroquerie, parce que le changement de genre, en fait, quelque part, est impossible, hein, ou quand envisager la possibilité, la réalité, c'est une illusion que partagent non seulement les personnes trans, mais aussi les praticiens qui les accompagnent. Alors, sans vouloir à tout prix violenter les auteurs et les autrices de cette littérature-là, de ces années-là, il me semble quand même qu'on a le droit, hein, d'un retour et d'une analyse critique sur des ouvrages, y compris en 2021. Alors, je ne sais pas si cette histoire, elle est arrivée jusqu'à vous. En tout cas, ici en France, c'était quelque chose d'énorme. Donc, les propos d'Elisabeth Rodinesco dans une émission TV ont vraiment fait couler beaucoup d'encre. Et d'autant plus qu'ils arrivent après une vague de tribunes assez violente, donc des tribunes anti-trans. Depuis, en fait, décembre 2020, ça n'arrête pas. Elles sont là en continu. Alors, je vous laisse découvrir les 2 passages, donc les plus commentés, hein, dans la presse, dans d'autres émissions de télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, ces 2 tirades, c'est quand donc Yann Barthès, l'animateur, lui pose une question sur Lily, donc 8 ans, et voilà ce qu'elle dit. Donc, elle parle des dérivés transgenres. Je vous laisse lire les deux références. Alors, j'ai envie de dire, au-delà de ces deux, j'ai envie de dire, sorties détonnantes, hein, elle soulève par ailleurs la question de l'identité de la société. Elle dit que cette identité, finalement, les questions identitaires, elles supplanteraient les engagements émancipateurs d'autrefois. On comprend qu'elle fait notamment référence au féminisme, et en cela, d'une certaine façon, elle rejoint les mouvements féministes dont je vous parlais précédemment. La question de l'épidémie, alors on peut se dire qu'elle est nouvelle, mais en fait, elle n'est pas du tout. Alors moi, dans mon travail de recherche, par exemple, donc mené entre 2008 et 2012, j'ai constaté que tous les psychiatres en vue, invités sur des plateaux de télévision, depuis les années 80, soulevaient cette idée des effets négatifs de la publicité donnée au sujet trans. Ils parlaient aussi d'épidémies qui suivaient toute émission de télévision sur le sujet. Donc c'était il y a 40 ans. Alors cette idée, qui n'est donc pas nouvelle, hein, elle se retrouve aussi dans la littérature. Et au départ, je me suis demandé si j'allais donner cette référence, mais finalement oui. Alors, il s'agit de celle de l'Encyclopædia Universalis, et donc je vous prends l'édition de 2011. La psychanalyste Sylvie Cézé-Léger associe progrès de la médecine et effet de la médiatisation pour expliquer que le diagnostic différentiel est plus délicat en raison de la création, et là je vous cite, de vocations transsexuelles chez des sujets dont la demande masque la structure perverse de leur personnalité. Je disais, il y a du lourd, c'est encore du lourd cette fois-ci. Donc, alors pour en revenir quand même à Rodinesco, dans un entretien donné à la philosophe Sandra Logier, elle explique que l'acceptation sociétale des trans adultes s'est étendue aux enfants et adolescents, et elle voit dans cette acceptation un danger, elle y voit une menace pour la société, et notamment à travers les réseaux sociaux. Alors c'est exactement la même idée qui est portée dans l'ouvrage d'Abigail Shrier, donc Irreversible Damage, paru en 2020. Donc l'auteur est journaliste au Wall Street Journal, et elle parle de dommages irréversibles, conséquences de l'engouement pour la thématique transgenre et les personnes trans. Engouement qu'elle qualifie de contagion sociale séduisant nos filles jeunes adolescentes.
Alors, on pense aussi à l'étude publiée en 2018, donc l'étude de Lisa Dittman de l'Université de Brown aux États-Unis, étude intitulée Manifestation subite de dysphorie de genre chez les adolescents et les jeunes adultes, une étude des rapports parentaux. Alors, moi, déjà, ce qui m'avait stupéfait, c'est l'invention de la dysphorie de genre ultra rapide. Alors, bon, au-delà de cette remarque toute personnelle, elle conclut que de nombreuses transitions, en fait, sont le fait, et elle parle, elle aussi, de contagion sociale, et donc elle implique les réseaux sociaux et particulièrement la plateforme YouTube. Donc, en fait, les contagions sociales passent par les réseaux sociaux et le réseau YouTube. Alors, cette étude, on sait qu'elle a ensuite elle a été disqualifiée, y compris par la doyenne de l'université de Brown, donc des failles méthodologiques et de collecte de données. Alors, autre point aussi qui revient maintenant quasiment systématiquement, c'est la question des détransitions et des regrets. Alors, c'est quasiment l'ensemble des détracteurs et bon, vous avez compris, les détractrices, voilà, présentent les détransitions et les regrets comme en très forte augmentation. Et ces sites-là, jamais ne présentent leur argumentaire des études qui montrent que les détransitions et les regrets existent, certes, mais que les pourcentages sont faibles. Alors, sauf erreur de ma part, vous me corrigerez, il me semble que selon les pays, ça c'est de 1,5 à 2%, il me semble. Hein. Alors maintenant, je vais vous donner un autre extrait. Cette fois, c'est de la radio filmée. Exactement. Restez avec nous tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez sur cet enfant transgenre de 8 ans qu'on a vu à la télévision, qui a été reçu en début de semaine dans l'émission Quotidien. Ah oui, boucle blonde des yeux clairs, hein, vivante et charmante, Lily s'exprime avec une précision qui est presque gênante. Hein. Il y a peu tout le monde l'appelait Baptiste. Elle parle de ses envies suicidaires et elle raconte comment un soir de février, sa mère lui a demandé que voudrais-tu changer. Elle a répondu mes cheveux, mon prénom, mon pénis. Elle n'a pas dit je veux être une fille, mais je suis une fille, souligne Christelle, sa mère, qui était avec elle au quotidien. Et donc ses parents ont décidé à ce moment-là de l'accompagner dans son changement d'identité. Oui, alors biologiquement, Lily est toujours un garçon pour l'instant. Oui, alors sa mère dit c'est une petite fille avec un pénis, hein, donc elle a eu ni opération ni traitement, hein. Elle peut changer d'avis plus tard. Alors après discussion avec l'académie, l'inspection d'académie, on l'appelle Lily à l'école, mais en revanche le changement d'état civil a été refusé. Alors il semble que tout le monde, la grande sœur, le frère jumeau, l'entourage, les grands-parents et même les habitants d'Aubignon, leur village du Vaucluse, et même au catéchisme, hein, il semble que tout le monde soit solidaire et donc que la France des clochers ne soit pas aussi moisie que ce qu'on dit. Oui, du côté d'Aubignon, donc dans le Vaucluse. Oui. Alors, cette histoire vous choque ou pas, Elisabeth? D'abord, elle me trouble, hein, comme sans doute beaucoup de gens, parce que pour l'écrasante majorité d'entre nous, le sexe, c'est la seule partie stable, indiscutable de notre identité. Hein. On est homme ou femme, ça ne pose pas de question. Donc déjà, le transsexualisme est mystérieux. Mais bon, il y a bien des gens, ça existe, hein, il y a des gens qui ont le sentiment d'être nés dans un mauvais corps et que la médecine puisse les aider, c'est très bien. Alors pour les ados, c'est déjà un peu plus compliqué, hein, parce qu'on ne peut pas exclure l'effet de mode, et pour les enfants installés, encore plus. Est-ce qu'on peut être transgenre à 8 ans? Bon, ce qui est sûr, c'est que Lily ne fait pas semblant et que ses parents veulent l'aider, et dans ce sens, moi je ne me sens aucun droit de juger leur choix. Alors, où est le problème finalement? Où est le scandale? Le scandale, hein, c'est la médiatisation. Hein. C'est le fait qu'on amène une enfant de 8 ans sur un plateau pour la faire parler de choses intimes ou lui demander l'interroger sur ses opinions. Hein. Le scandale, c'est que des producteurs et animateurs acceptent de faire cela. Hein. On l'avait d'ailleurs, il faut être juste, on l'avait déjà aperçu dans 7 à 8 où sa mère témoignait, et sur BFM, on l'a vu aussi en photo dans Le Monde et dans Match. Alors les mêmes flouteront scrupuleusement le visage d'un émeutier de 17 ans 3 quarts, mais ils n'hésitent pas à traiter Lily comme l'adulte qu'elle n'est pas. Alors je n'ose croire que c'est pour faire de l'audience, hein,
Donc, c'est peut-être un peu par idéologie. Lily, c'est l'étendard d'une cause, hein, l'emblème d'une vision du monde dans laquelle, bah, dans le fond, la norme, c'est l'absence de normes. Chacun est ce qui lui plaît. Alors, tout de même, on nous rebat les oreilles avec la protection, avec les droits de l'enfant. Il me semble que le premier de ces droits devrait être de pouvoir échapper à la société du spectacle et au cirque médiatique. Merci. Le regard libre, comme chaque matin, est pertinent d'Elisabeth Lévy. C'est à 8h15, évidemment, sur Sud Radio. Voilà. J'espère que vous avez pu entendre un petit peu ce qui a été dit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand les médias critiquent les médias, et le couvert, c'est l'intérêt encore de l'enfant. Et si on devait vraiment travailler sur le vocabulaire, toutes les idées qui ont été avancées, finalement, on se rend compte qu'il y a des choses extrêmement problématiques dans ce qu'on vient d'entendre. J'ai presque envie de dire que c'est une étude de controverse que moi, je donnerais à mes étudiants, à mes étudiantes. C'est genre, vous travaillez sur ce qu'on vient d'entendre, les 3 minutes qu'on vient d'entendre, et voilà, et vous me rendez 10 pages. Et à mon avis, il y a de quoi remplir 10 pages. Alors, pour poursuivre ce petit panorama, donc j'arrive sur on va dire la dernière étape. Alors, ici, c'est... attendez que je me retrouve dans mes notes. Oui, alors ici, je vous disais que la situation en France, elle s'est dégradée, et elle s'est dégradée très rapidement. Depuis décembre 2020, c'est extrêmement rapide, à tel point que les signataires de ces tribunes et d'une enquête, je sais pas, on parle d'enquête, ont adressé une saisine au CCNE. Alors, le CCNE, c'est le Comité consultatif national d'éthique. Et donc, c'est un acte extrêmement important qui peut avoir vraiment de graves répercussions sur l'accompagnement des jeunes personnes trans en France. Donc, il y a des gens qui sont en train de se mobiliser justement pour s'opposer à cette saisine. Alors ici, je vous partage, donc je disais, 2 tribunes et une enquête. Elles sont parues dans le même journal, donc Marianne, qui apparemment, du coup, a choisi son camp d'une certaine façon. Et alors, parmi les références donc, de ces tribunes, en figure une, c'est la lettre ouverte qui a été publiée donc, le lundi 8 mars dans le journal de Montréal, par un collectif de parents qui interpelle donc la Société canadienne de pédiatrie. Alors, je vous reprends à peu près ce que une des tribunes de Marianne dit sur la question. Donc, voilà. Donc ces parents reprocheraient à la Société canadienne de s'appuyer sur une doxa pour affirmer ce qu'est l'identité de genre et la manière dont elle se développe chez l'enfant. Toujours dans la tribune, donc, les signataires disent que selon ces pédiatres, l'identité de genre serait un ressenti en vertu de son genre d'assignation, étant précisé que les enfants se voient assigner mâle ou femelle en fonction de leurs organes sexuels externes. Alors, dans cette tribune, on accuse la suprématie des sentiments. Et on sent une très grande gêne face à la position de la Société canadienne de pédiatrie. Et on va lui opposer du lourd, on va lui opposer tonton Freud, avec l'idée l'anatomie, c'est le destin. Et cette anatomie, elle nous contraint. Donc je me demande qu'en penserait Sigmund Freud de cet usage, du coup, dans le cas présent. Alors, autre stratégie. Cela, je vous inviterai simplement à conclure rapidement. Et il vous resterait environ 2 minutes. D'accord. Ah oui, moi je m'étais chronométrée, j'étais dans les temps au départ. Donc, alors parmi les stratégies aussi récurrentes qui se font jour, c'est d'anticiper l'accusation de transphobie, c'est-à-dire toutes ces tribunes mettent en avant le fait que, je vais citer par exemple ce qui dit « N'est-il pas permis, sans nous voir frapper de l'anathème de transphobie, d'interroger au préalable ce mal-être des jeunes en mal d'identité et en proie à toutes sortes d'angoisses ». Donc l'idée, c'est vraiment, on n'a plus le droit de s'inquiéter pour les enfants, dès qu'on le fait, on nous accuse de transphobie. Donc ça, ces tribunes mettent toujours ça en avant. Alors parmi ces tribunes aussi, on vise donc les représentants de la transidentité, donc un phénomène qui s'inspire de modèles rhétoriques en vogue dans certains milieux savants, accrédités par la théorie du genre. Et donc ces gens-là déclareraient urbi orbi que ce sont des ressentis qui prévalent et que la santé consiste à se sentir bien dans son corps et qu'on peut changer de corps si les ressentis ne correspondent pas à la réalité anatomique. Alors ça, ce sont tous les éléments, les nouveaux éléments récurrents.
Alors, je passe très, très rapidement à la suivante parce que ça serait dommage de ne pas en parler. Alors, je faisais une petite analogie, évidemment, je m'amusais avec la référence à la petite sirène de Walt Disney. Mais là, cette petite sirène-là, elle n'est pas si magique que ça, puisque cet observatoire se nomme aussi l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent. Et ici, c'est vraiment un phénomène très important, vraiment, à ne pas sous-estimer. Et donc, j'ai eu pas mal d'informations donc, par Claire Van Dendrich, qui est militante à l'association, qui c'est peut-être transgenre. Alors, ici, je vous conseille d'aller, 2 rubriques sont très importantes. C'est d'aller voir la vidéo de Jean Chambry, qui s'occupe à la fois des ados et des enfants trans, mais il faut vraiment écouter ce qu'il dit dans cette vidéo, où il est littéralement en roue libre, notamment avec des références à Zucker, à la clinique de Zucker, par exemple. La partie témoignage aussi, comment on monte finalement presque à partir de faits divers et de choses qu'on trouve, du bric-à-brac qu'on trouve sur Internet, on construit quelque chose où on va valoriser l'importance, augmenter l'importance des transitions et des regrets. Là encore, c'est pareil, ce site, quand on fouille un peu et on voit les affiliations des uns et des autres, hein, on retrouve des associations familiales catholiques, on retrouve des partis d'extrême droite, on retrouve la Manif pour tous, donc, qui était un mouvement aussi qui s'est opposé très violemment au mariage et à l'adoption des gays et des lesbiennes. On retrouve des anti-avortements, on retrouve des juristes pour l'enfance donc qui sont anti-procréation médicalement assistée, mais qui sont aussi pro-opération intersexe et anti-trans. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Alors, j'essaie de terminer. Alors ici, je donne que des références audiovisuelles, parmi d'autres, hein. Alors, je n'ai pas listé les références académiques, mais évidemment, je vous renvoie aux travaux, aux écrits d'Alexandre Baril, de Florence Échelet, d'Annie Pullen-Saint-Vincent, Denise Médico, Maxime Fadoul, Clark Pinidoli, évidemment, les intervenants, les intervenantes de ce colloque. Pour le côté français, je pense à Agnès Condat, Maudius Thomas, Laurence Hérault, Tammy Ayou, Tom Rocher, André Tomaso, que je salue parce que je sais qu'il est là. Alors, je vais conclure cette fois-ci et je vais reprendre des mots de mon article. Qui paraît aujourd'hui. Ces mots, c'est qu'en investissant les réseaux sociaux et les médias, les enfants et ados trans sont acteurs et actrices de leur transitude. Si les réseaux sociaux sont des espaces permettant à la transphobie de s'exprimer, ils sont aussi des lieux permettant aux enfants comme aux parents de s'informer et de s'entraider, comme l'illustrent des fils de discussion et des posts sur Twitter ou sur Facebook, par des recherches comme Trans Kids, par exemple, ou Enfants trans en français. Alors, cette expérience de vie trans, c'est plus un chemin de solitude et de rejet, mais une co-construction qui mobilise à des degrés divers les familles, les camarades d'école, les acteurs et actrices d'une sociabilité trans, et par extension, les professionnels de l'éducation, de la formation, du travail social ou encore de la santé. Et que donc, face à la culture, quelque part, de la violence, de ces détracteurs, nous, en face, on peut valoriser une culture des savoirs, ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi de l'empathie et tout simplement, pourquoi ne pas le dire, de l'affection. Et sur ce, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop débordé.